écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Deuxième épisode enregistré en direct de la Barbade, suite à l'épisode qu'on a fait avec Alexandre Gabriel, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes toute l'équipe à nouveau, sauf Olivier qui nous a quitté un peu plus tôt. Qui ? Olivier. Olivier qui ? Scars. C'est qui ? Le mec qui fait la licorne en fin d'épisode. L'Axel Rose du reggae, il s'est barré avant tout le monde. Ouais. Classique. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons Mathieu Gouze et Alexandre Mouriguet. Les gars, comment ça va ? Super. Est-ce que vous... très bien. Alors c'est un peu grâce à vous qu'on est là quand même, on tient à vous en remercier. Beaucoup. Plaisir. Puisque c'est quand même vous qui nous avez chaleureusement invités à venir passer cette semaine avec vous ici à la Barbade. Vendu. Faut le dire, voilà. On va pas se mentir. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Bon, ils nous ont quand même fait visiter les autres distilleries, il faut le dire. On a joué le jeu, on a voulu jouer le jeu. Ouais. Voilà, en tout cas, je pense qu'on est unanime pour dire qu'on a passé une excellente semaine. Voilà, donc là c'est le dernier jour, on va partir après cette émission, on va reprendre l'avion pour rentrer chez nous. J'espère que vous également, vous avez passé une bonne semaine avec nous, qu'on n'a pas été trop lourd. Ah non, du tout. C'était une très très belle semaine, on est ravis de vous avoir montré un peu tout ce qui se passe à la Barbade. Ouais. Alors bien sûr chez nous à West Indies, mais aussi dans les autres distilleries, et de montrer à tout le monde à quel point la Barbade, l'avenir du rhum de la Barbade est vraiment intéressant et fascinant, et c'est marrant, on se dit qu'on est au début d'une nouvelle histoire du rhum de la Barbade, et ça c'est génial. On va en parler dans quelques instants, mais je vais d'abord donner la parole à notre cher Roger Caroni National National de Belgique. National de Belgique. International même, qui va nous faire sa petite rubrique de news. Voilà. Oui, je suis équipé avec mon téléphone sur lequel j'ai noté les news. Alors, Chamarel revient avec une nouvelle collection. Donc il y a 2014 distillé en alambic et vieilli intégralement en fût de Sherry Oloroso pendant 6 ans sur l'île Maurice et 1 an en Afrique du Sud. J'ai pas trop compris le truc, mais bon, ok. Et 2012 distillé en alambic et en colonne, vieilli 6 ans en fût de chêne français et passé 2 ans supplémentaires en fût de Moscatel. Donc, en Belgique. Non plus. Incroyable, non ? Non plus. Voilà. Vélier revient avec son papalin ou papaline, je sais jamais comment on dit ce truc-là. Papalin, voilà. Donc c'est sorti en 2 versions, une version réduite à 47% et un heavy proof. Donc là-dedans c'est du Worsley Park et du Hamden. Corman Collins va sortir Versailles 88 full continental. Ça arrive là maintenant tout de suite. Et oui, une édition Roger Caroni Plantation La Valise qui sortira quand le fût sera prêt. Quand la valise sera revenue. Quand la valise sera revenue, voilà. Plantation, justement, ils vont nous sortir toute une série de single casques et ils vont arriver, je pense, en septembre. Donc dedans, il y a Trinidad qui est chier bon, comme on dit en termes techniques. Donc je vous conseille celui-là. Et les extrêmes qui arriveront un peu plus tard. Un peu plus tard que maintenant. Voilà. Oui, bon, voilà quoi. Spirit of Rome, les copains en Allemagne vont sortir Hamden Doc 2009. Donc il y aura 433 bouteilles et c'est disponible fin mars. HSE avait sorti un Candor blanc qui était vraiment très bon aussi. Et maintenant, ils vont nous proposer la version ambrée. Donc ça fait 45%, c'est disponible en mars. Et enfin, j'ai vu passer que Swell de Spirits, donc l'embouteilleur français de je ne sais quelle raison, mais très sympathique, va nous proposer pas mal de nouvelles choses. Et donc, niveau rhum, nous, ce sera un New Yarmouth 94 et un Oil Flute 95, qui est à Port-Mouan. Et il y aura aussi quelques vieux cognacs et quelques vieux whisky. Parfait, merci beaucoup. Alors, pour revenir sur le sujet de la Barbade, vous nous avez fait l'honneur de nous faire visiter la Barbade, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez accepté, il faut le préciser quand même, à la base on est venu pour visiter la West Indies Rum Distillery, donc, dont la Maison Ferrand est propriétaire aujourd'hui, mais vous avez quand même accepté de la jouer fair play et de nous faire visiter toutes les autres distilleries également de l'île, donc les 3 autres. Et on a remarqué qu'il y avait finalement un point commun qui les reliait toutes, et dont on nous a vraiment parlé à chaque visite quelque part, c'est le fait qu'on ne fasse pas du pur jus, mais des rhums de mélasse essentiellement, sauf peut-être chez Saint-Nicolas où ça sera du sirop. Vous, à la West Indies, comment est-ce que vous comment dire, par rapport à la mélasse, comment est-ce que vous traitez tout ça ? Comment est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce qu'il y a des différentes qualités ? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe chez Weir ? Et déjà d'où elle vient aussi. Alors, la mélasse, alors déjà juste pour remettre un peu dans le contexte, les rhums du CARICOM, ce qui définit l'origine, c'est l'endroit où c'est fermenté et distillé.
Donc là, on parle pas de mélasse justement. Donc il se trouve que la plupart des mélasses à la Barbade, mais aussi dans d'autres îles des Caraïbes, viennent de pays tiers. En l'occurrence, pour la Barbade, on travaille beaucoup avec la République dominicaine, il me semble aussi un peu le Mexique. Et tout simplement parce que la mélasse de la Barbade existe, mais il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce que l'industrie sucrière de la mélasse, au fur et à mesure des années, a commencé à péricliter pour différentes raisons, majoritairement parce que la concurrence de l'Inde, de l'Indonésie, du Mexique, du Brésil est féroce. Puis vous avez vu, quand on arrive en avion à la Barbade, on voit toute l'île, donc autant vous dire qu'on est quand même limité en termes de place. Et donc on n'a pas assez de mélasse à la Barbade pour subvenir aux besoins des 4 distilleries. Alors, bien entendu, comme tu disais Benoît, Saint-Nicolas-Saville utilise quand même beaucoup leur propre sirop. Mais autrement, non, aujourd'hui, la mélasse de la Barbade, si je dis pas de bêtises, ça va représenter 20% des appros, 10-20% des appros des besoins des distilleries. Mais c'est en train de changer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes obligés d'importer nos mélasses. Alors c'est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres îles. Sainte-Lucie, par exemple, il faut savoir qu'à Sainte-Lucie, il y a très très peu de canne qui est plantée. La Grenade, c'est un peu le même problème. Nota Bene, Renegade, ils ont quand même planté leur propre canne à sucre et vont dans cette direction-là. Ils font du jus. Ouais, ils font du jus. Mais pour la mélasse, oui, c'est vrai que c'est une problématique compliquée à la Barbade. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'imports de mélasse. Et on travaille surtout aujourd'hui avec ce qu'on appelle les Grade C molasses, donc ce qui sont les mélasses, le blackstrap, on va dire, qui sont les mélasses où il y a le moins de sucre finalement. Donc la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on achète des mélasses qui deviennent de plus en plus chères à des distilleries qui sont de plus en plus efficaces et donc où il y a moins en moins de sucre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence entre les grades A, B et C ? En fait, c'est les différentes étapes de la fabrication du sucre. On va prendre le jus de canne qu'on va faire chauffer et ensuite on va extraire le sucre une première fois. Donc ça, ce sont les grade A molasses, donc les mélasses de type A qui vont repartir dans le process. Où il reste beaucoup de sucre. Il reste beaucoup de sucre, bien sûr. Ça va repartir dans le process et on va réextraire du sucre. Ce sont les types B. En général, les sucres de A et B sont mélangés pour le sucre non raffiné. Et ces mélasses de type B repartent dans le process où on va extraire encore du sucre. Et souvent, les distilleries achètent ces mélasses de type C, donc qui sont pleines d'impuretés et où il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc il faut être vraiment très très bon dans la fermentation pour aller chercher ce qu'on appelle ces bricks, ces sucres. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'impuretés, ça a un impact sur la gestion des colonnes, sur la gestion des alambics et aussi sur la gestion des vinasses. Donc voilà. Mais là aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, notamment avec ce que vous avez vu avec West Indies, mais pour le coup, je pense que les autres distilleries, je sais que les autres distilleries font la même chose, c'est d'essayer de travailler de plus en plus avec des mélasses de type A, quitte à les payer avec un premium, justement pour se dire, on va faire un peu moins de sucre, mais on va utiliser des mélasses avec plus de sucre à l'intérieur pour pouvoir avoir plus de rhum et être plus efficace par rapport à ça. Alors, je crois même que pour la conservation de la mélasse, quand tu as des mélasses qui ont des impuretés, c'est un taux de cendre et de gomme là-dedans, c'est plus difficile à conserver aussi. De toute façon, plus il y a de sucre, plus c'est facile à conserver. Donc le sucre est un conservateur. C'est pour ça d'ailleurs que quand on commence les fermentations des mélasses, on doit les allonger à l'eau, on doit rajouter de l'eau pour lancer les fermentations. Sinon, vous pouvez garder les mélasses ad vitam aeternam. C'est comme les miels. C'est comme le miel, ça va pas pourrir. Et pour rappeler, sur la Barbade aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule sucrerie qui est donc Port Sugar Factory, ce qui explique que la quantité de mélasse disponible est très très faible. Nous, sur la West Indies Rum Distillery, on essaye, sur les mélasses locales, de pouvoir les conserver au maximum pour les futurs embouteillages de plantation de States, ce qui nous permet de mettre en avant la mélasse locale dans nos produits importants. Et la mélasse locale aujourd'hui, je vais utiliser un mot que beaucoup de gens dans l'industrie utilisent, qui est le terroir. Donc la mélasse va pas, surtout les mélasses de type C, c'est pas forcément représentatif du terroir. Mais pourquoi on veut faire ça avec la Barbade, c'est surtout pour relancer un peu cette économie autour du sucre et ramener du boulot à la Barbade, relancer cette économie-là qui est quand même une économie historique de la Barbade et qui est aussi très très importante pour la Barbade aujourd'hui. Alors justement, on en parlait hier de cette mélasse de terroir. Est-ce qu'on peut réellement parler de terroir quand on parle de mélasse ? Ou est-ce que c'est juste
une idée un peu farfelue. Il nous emmène un peu Il sur nous emmène des, un sur peu des sur- terrains glissants. Ah, mais c'est voulu. Moi, C'est une question. Moi, je peux te dire que quand j'ai posé la question à Alexandre lors d'une précédente interview, il me dit mais que le terroir dans la mélasse, globalement, le travail de l'usine sucrière, du moulin sucrier, avait plus d'impact sur l'identité de la mélasse que le pays d'extraction de la mélasse, quoi. Selon la façon dont le moulin travaillait, selon le nombre d'extractions, selon les taux de cendre, potassium, etc., tu avais des mélasses très différentes d'un moulin à l'autre et plus que d'un pays à l'autre. Bien sûr, c'est vraiment le savoir-faire du moulin. C'est-à-dire qu'on entend, on prend l'exemple de ce qu'on a vu chez Manguet, par exemple, quand on a visité la distillerie Manguet, qui eux fabriquent donc font fabriquer par l'usine sucrière donc de la mélasse de leur propre canne. Du coup, ça serait une sorte de terroir peut-être par rapport à ça, tant qu'elle n'est pas mélangée aux autres. Je sais pas, c'est... La problématique, c'est comment on fait dans une usine comme ça. Alors on n'a pas pu y aller malheureusement, mais c'est une très grosse usine sucrière. Comment on fait pour séparer les batchs? C'est ça. Et après, c'est vrai qu'on va pas se permettre de parler de parler de choses dont on ne sait pas. Bien sûr. Mais ça paraît compliqué. Après, je pense que ce sera hyper intéressant de voir au fur et à mesure ce qui se passe avec ça. Et il faut pas oublier que alors le mot terroir est toujours un petit peu compliqué à cerner, mais il y a là-dedans le travail de l'homme aussi. Et du coup, c'est là que je rejoins Christine quand elle parlait de sa discussion avec Alexandre Gabriel, c'est que le travail du moulin et ce qu'ils font à la sucrerie, comment ils le font, leur savoir-faire, etc., on peut dire que ça fait partie du terroir de l'endroit, puisque j'imagine que cette usine sucrière de la Barbade a ses méthodes, a sa technique, a ses traditions presque. Et du coup, là, est-ce qu'on peut à nouveau parler de terroir ? Bah oui, potentiellement. Ouais, on l'a déjà fait cette émission. Oui. Mais après, il y a autre chose, et c'est marrant parce qu'on a... Elle vient de me casser. Mais après, on a eu une visite hyper intéressante cette semaine à la Sugarcane Breeding Station, donc qui est la station de la canne de la Barbade, où c'est vrai que la réponse qu'on a eue de la part de la jeune femme qui nous a fait la visite était assez intéressante. Ce sont les déchets du sucre en fait. Et aujourd'hui, c'est dur de dire est-ce qu'il y a un terroir ou pas. Ça reste un produit de l'industrie sucrière où pour le moment il n'y a pas vraiment de volonté de le rendre plus typique d'un autre. Donc c'est ça. Après ça veut pas. Et nous la vision que l'on a dans les années qui arrivent, c'est vraiment d'aller le plus loin possible avec eux aussi pour rendre encore plus. Pour donner encore plus de typicité au terroir de la Barbade. Mais ça, c'est un travail qui va commencer. Indépendamment de la notion de terroir, pour moi, c'est déjà très intéressant en soi de se dire on va travailler avec les ressources locales. Bien sûr. Point barre, tu vois, sans bien sûr. Parce qu'à la station de la canne, d'ailleurs, elle était elle-même assez dubitative sur les rendus de mélasse d'une variété de canne à l'autre. Autant elle les voyait bien sur le jus, autant elle avait beaucoup plus de recul, de réserve. De toute façon, elle nous disait que tout était in fine mélangé. Oui, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui d'usine créatrice de mélasse avec la priorité, la création de mélasse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a la priorité sur le sucre. C'est ça la partie importante, c'est ça le produit qu'il faut réussir en fin de compte. Et la mélasse, ça sera un truc sur le côté, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que pour bien faire, en fait, sur le papier c'est bien beau, il faudrait faire une usine qui va te créer des mélasses grade A, et où une petite partie de sucre sera finalement le déchet qu'on vendra à côté. Mais après, je sais pas si économiquement c'est bien. C'est marrant ce que tu dis, parce que finalement on est en train d'inverser les rôles, c'est-à-dire que le sucre deviendra un déchet de la mélasse. Ouais, c'est ça, le sucre deviendra un déchet de la mélasse, mais en même temps... Mais ça, il y en a beaucoup qui commencent à se dire. En même temps, dans des pays qui ne peuvent pas affronter, comme tu disais tout à l'heure, des gros producteurs comme le Brésil ou l'Inde sur le marché du sucre, est-ce que ça n'aurait peut-être pas du sens de fonctionner dans ce sens-là ? Bien sûr. C'est une question. Après, comme je disais, je ne sais pas si économiquement c'est quelque chose qui est viable ou pas. Ça, on va le découvrir en tout cas. Faudrait essayer, je sais pas. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, sur le côté terroir et sur le côté sur ce mot qu'on utilise beaucoup, le savoir-faire fait partie de ce terroir. Et quand on visite, j'espère que vous aurez l'occasion un jour de le faire, cette sucrerie qui est assez ancienne, qui a des process très anciens avec des fours spécifiques, avec des process au niveau d'extraction du sucre qui sont propres à cette sucrerie. On peut définir aussi peut-être une partie du terroir à travers les techniques que l'on a dans cette sucrerie qui font partie de ce savoir-faire effectivement. Après, étant donné les cuissons, les différents process d'extraction, c'est sûr qu'on
le fait que la canne pousse à la Barbade en amont, à mon sens, n'a pas forcément un impact sur le final, mais le process technique. Après, il y a un autre point qui est très intéressant quand même. C'est dans la visite qu'on a eue à la breeding station, à la station de la canne, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on fait des cannes pour le sucre. C'est ça. Et pas forcément des cannes pour le rhum. Exactement. C'est ça qui était intéressant. Mais tu vois que ça pourrait changer, puisque elle nous expliquait justement, je crois que d'ailleurs c'est West Indies qui a financé le moulin, le crusher, non ? Pour la première fois, donc ils sont équipés d'un crusher de canne et ils vont pouvoir tout de suite vérifier quels sont gustativement et pour analyser en fait chaque type de canne, chaque batterie. Ils ont plus de 600 variétés, c'est ça. Plus de 600 variétés de cannes qui vont pouvoir être justement analysées, et y compris d'un point de vue gustatif. Donc tu vois, on n'en est même pas à la... Donc ça, c'est un projet, c'est une collaboration. C'est 3500 variétés de canne, même qu'elle nous disait. Ouais, 3500. Excusez-moi. Non, mais en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est c'est officiel depuis le mois dernier, on a signé un contrat, donc la West Indies Rum Distillery et la station de la canne de la Barbade. Donc on va travailler ensemble justement pour travailler sur ces sujets-là. Et donc on a en effet financé un moulin qui vient du Brésil, qui est en train d'être installé. Et donc on va pouvoir vraiment avancer sur la recherche avec eux sur la canne de la Barbade. Et ça, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant pour le coup. Et depuis le début du centre, c'était vraiment quelles sont les cannes vraiment faites pour le sucre, comment on va faire pour avoir des cannes qui vont faire plus de sucre. Donc on va travailler sur des cannes avec plus ou moins de fibres, avec plus ou moins de taux de sucre. Et là maintenant on va pouvoir se concentrer sur quelles sont les cannes qu'on veut pour faire du rhum. Ouais, alors ce qu'il faut spécifier peut-être, c'est que ce centre de la canne est un peu le point de départ de beaucoup de variétés de cannes qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise partout dans le monde. C'est-à-dire que ce programme en lui-même, comme on nous l'a expliqué, est divisé sur différents centres situés sur différentes îles anglophones, voilà, dont fait partie la Jamaïque, dont fait partie Trinidad, dont fait partie Belize. Et ces centres-là travaillent ensemble, entre eux, pour justement essayer de croiser différents types de cannes, pour les brider exactement sur différents sols et pouvoir les adapter aux différentes demandes qu'il y a mondialement en termes de canne à sucre, mais toujours dans le but de créer du sucre. Voilà. Ou de l'éthanol également. Elle nous l'avait expliqué qu'il travaillait notamment avec le Brésil sur certains types de cannes spécifiques pour la création d'éthanol, donc plus ou moins fibreuses, avec plus ou moins de sucre, etc. Et étrangement, alors moi en tout cas ça m'a fait halluciner, c'est qu'il nous a expliqué que la West Indies, en arrivant, était vraiment que c'était la première fois que des rhummiers se rendaient aux stations de la canne dans le but d'une collaboration. Ouais. Alors, ils ont fait du travail, je pense que Christine le sait, avec Monguet aussi avant. Ouais. D'accord. Ils ont travaillé avec Monguet aussi, notamment sur leur plantation à Sainte-Lucie, et Monguet a vraiment essayé de travailler avec eux. Mais c'est la première fois qu'on va aussi loin, on va dire. On se dit, on monte le projet ensemble. Et l'idée, c'est pas de le faire pour la West Indies Rum Distillery. Là, l'idée, c'est vraiment de le faire pour tout le monde. Hein. Pour la Barbade. C'est de la recherche. De toute façon, il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde, pour que ça fasse briller la Barbade, pour que ça fasse briller le rhum et qu'on continue à aller encore plus loin par rapport à ça. Donc là c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Vous savez à quel point Alexandre s'intéresse à tout. Et pour lui, c'était vraiment un des sujets très vite, quand on est arrivé à West Indies, très vite qui l'ont intéressé, et de se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Alors après, il y a quelque chose d'autre qui moi en tout cas m'a un peu interpellé, c'est la façon, je sais qu'on passe du coq à l'âne, mais la façon dont les Barbadiens consomment du rhum sur l'île, qui est très très différent de ce que nous on a peut-être l'habitude de voir dans les Antilles françaises ou même en métropole. C'est-à-dire qu'en métropole, on sera vraiment plus sur de la dégustation pure. Dans les Antilles françaises, on sera peut-être plus avec la culture du tiponche. Ici, c'est beaucoup du cocktail, beaucoup de mixeurs, et même quand on va dans les fameux rum shops, donc finalement qui sont un peu, ça n'a rien à voir avec un magasin, pour le coup c'est vraiment, c'est un bar, quoi, c'est un petit local. Et je t'arrête là parce que la dégustation pure, même en Europe, c'est que t'as pas idée du nombre des quantités astronomiques de mojito qui s'écoulent. Oui, bien sûr. Mais tu as quand même pas mal de consommateurs qui viennent acheter. Oui, mais... Tu auras effectivement très peu à la Barbade. bien sûr. Ici,
consommant très très peu les rhums de manière brute et là où effectivement en Europe on a ce type de consommation qui s'est beaucoup développé. Mais c'est vrai qu'à la Barbade c'est extrêmement différent et vous l'avez vu dans les rhum shops, vous avez même ce côté typique des petites bouteilles, des petits flacons de 20, 35 Des centilitres. bouteilles en petit Vous format. prenez votre petite bouteille, votre petit mixeur, votre coca, votre jus d'orange ou autre et puis vous faites votre petit cocktail en direct dans votre bar et c'est vraiment typiquement... Je sais même pas si ce serait légal de faire ça en France par exemple, de vendre des petites bouteilles dans les bars comme ça avec les mixeurs. Je sais pas, c'est peut-être limite. C'est peut-être limite, mais sinon non, il y a beaucoup de cocktails. Il y a le fameux rhum punch, bien sûr, qu'on a beaucoup retrouvé, les pina colada, enfin voilà. Mais c'était ce côté vraiment très cocktail. Roger a fait un rhum essai très complet. On a eu un benchmark, je crois, sur l'île. On a eu. Pouvait se faire. Voilà, c'est très bon. Je crois qu'on a testé toutes les pina coladas de l'île. Un gros benchmark de la pina là, sur la Barbade, effectivement. On va parler de quelqu'un qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on peut dire qu'Olivier peut écrire un livre sur le rhum. C'est ça, sur le rhum punch. Il a fait une étude sur le sujet qui va être publiée bien prochainement. Extensive. Il faudra peut-être qu'il refasse l'étude. Je suis pas sûr qu'il a encore tous les morceaux. Il faut la mettre à jour, c'est compliqué. Voilà. Je pense qu'à nous six, on saura faire un truc plus ou moins correct. Combler les morceaux qui manquent chez les autres. Voilà. Mais tu vois, Benoît, pour rebondir encore sur ce que tu disais, ça correspond aussi à une consommation très festive, qui correspond aussi à une atmosphère qu'on a aussi sur l'île. Je pense que vous avez ressenti à quel point les gens étaient sympathiques, étaient avenants, et c'est vrai que finalement c'est de la consommation qui est festive et qui correspond à un endroit comme on est aujourd'hui, quoi. Après, il y a un point commun quand même avec les Antilles françaises, c'est que le rhum qui est bu ici, ça reste du rhum blanc pour la plupart. Surtout. C'est alors pas anti-punch, mais en ou du rhum très jeune en tout cas. Rhum et mixeur, voilà. Mais c'est beaucoup de rhum blanc. C'est le plus gros marché, c'est le plus gros marché à la Barbade en consommation. Et on voit alors j'aime pas trop le mot, mais une premiumisation dans la consommation, mais qui reste assez petite par rapport à la consommation de rhum blanc pour le coup. Ouais. Alors justement, par rapport à ça, je sais qu'il y a pas mal de photos qui ont fuité durant notre séjour pour ceux qui nous suivent, notamment d'une marque qui sort maintenant de la West Indies Rum Distillery pour le marché local, on précise. Non mais vas-y. Non mais je rebondis parce que si je dois te faire des signes en même temps, ça va pas le faire. Donc, Tu me fais pas de signe. alors vas-y, à toi l'honneur. Non mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est vrai que le rhum blanc, on s'en rend pas compte quand on est en Europe, mais quand on arrive ici et qu'on voit des bouteilles de 5 litres de rhum blanc dans les supermarchés, tu vois, ça donne une idée du type de consommation. Bien sûr. Et c'est vrai, alors States, pour revenir à ce que disait Benoît, c'est en effet... Donc la marque States, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour ceux qui n'ont pas suivi ? La marque States, alors déjà qui est States ? George States. George States, c'est la personne qui a monté la distillerie en 1893, c'était un ingénieur allemand qui est arrivé, qui a monté cette distillerie. Il y a beaucoup d'Allemands quand même qui sont arrivés à la fin du 19e pour monter des distilleries ou des marques. On rappelle que Angostura, c'était pareil, c'était un pharmacien allemand qui est arrivé. Et donc George States, donc c'est lui qui a monté la distillerie en 1893, qui a été le premier à amener une colonne de distillation à la Barbade, alors colonne qu'on n'a plus aujourd'hui bien entendu. Et donc c'est la marque States est un peu à son honneur. Alors il faut savoir que sur tout le XXe siècle, West Indies Rum Distillery pendant très longtemps a été à l'origine de beaucoup des rhums de la Barbade. Et beaucoup de rhum de la Barbade portaient la marque States. En fait, States c'était pour dire mon rhum vient de la distillerie de West Indies Rum Distillery. Et donc l'idée avec cette marque-là, c'était de rendre hommage au créateur de la distillerie, George Stade, en 1893. Donc la marque, on l'a lancée il y a un peu moins d'un an, sur le marché local, avec deux produits, un blanc et un gold. Mais après, on vraiment, on essaie de se différencier des autres marques sur le marché local. C'est d'arriver avec des produits un peu plus chers, un peu plus packagés peut-être aussi sur le marché. Mais on est vraiment sur une consommation locale, c'est des marques locales, enfin le blanc et le gold. Et on va arriver en Europe, on l'espère dans les 2023, 2024, on espère 2023. Mais on n'aura pas ces produits-là. On va arriver en Europe avec des produits plus atypiques, avec des single pots, des single colonnes. On va travailler avec le Vulcain, avec le Greg Farm Pot Steel, avec la Blair, la colonne Blair que l'on a. Même la nouvelle colonne qu'on vient d'installer à la Barbade dans la distillerie nous permet aussi de faire des rhums plus lourds aussi. Donc on va plus aller dans cette direction-là, puisque c'est peut-être plus ce qui intéresse les gens en Europe. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on a envie de construire cette marque-là en Europe. Mais c'est vrai que quand on était dans les chais à la Weird,
On a pu déguster quelques fûts, à même les fûts, quelques rhums à même les fûts. Et c'est vrai que les profils, en fonction de l'âge un peu bien sûr, mais surtout de là où ils provenaient au niveau distillation, étaient vraiment extrêmement différents les uns des autres. Et on se dit que soit ça peut faire des blends hyper intéressants, soit même sortis en single, ça peut vraiment faire des profils qui sont pour l'instant pas connus, quoi. Et c'est vrai que vous avez pu voir vraiment la complémentarité de la distillerie, tous ces différents types d'alambics, que ce soit par leur âge, leur forme, leur méthode de fonctionnement, les colonnes. Et c'est vrai que c'est une richesse qu'on a à la distillerie. Et comme disait Mathieu, où nous on est en train de réfléchir sur comment on peut exploiter, entre guillemets, utiliser cette richesse technique au profit du goût pour des consommateurs qui sont plus, on va dire, qui sont davantage amateurs et à la recherche de produits comme ça, comme disait Mathieu, atypiques. Et comme tu disais Jerry tout à l'heure, tu as des produits entre guillemets aboutis, même si les deux déjà produits existants sont très aboutis dans leur style, mais effectivement qui correspondront plus à une consommation européenne que les deux produits qui existent aujourd'hui. Et ce qui est vachement intéressant à la Barbade, c'est que finalement on va avoir 4 distilleries avec des profils assez différents, avec des savoir-faire différents. Et je pense que c'est une force. Je pense que c'est une force pour les rhums de la Barbade, ça fait briller les rhums de la Barbade. Plutôt que de dire tiens on va faire tous la même chose, on va avoir la même colonne et les doubles retorts. Je pense que ça amène beaucoup d'intérêt pour les rhums de la Barbade. Il ne faut pas oublier que la Barbade, amis jamaïcains, bouchez-vous les oreilles, c'est quand même l'origine du rhum. Même si nos amis jamaïcains pensent que ce sont eux. Mais la Barbade, le rhum est arrivé très vite finalement, moitié du XVIIe siècle. Et après c'est propagé dans le reste des Caraïbes. Et c'est vrai que cette île, malgré sa taille, mérite de briller vraiment à l'international, et c'est vraiment notre volonté, c'est que nous tous, que les 4 distilleries permettent de faire briller ce rhum de la Barbade. Puis ce qui est vachement bien, c'est que ça fait aussi briller les gens de la Barbade. Et vous avez vu, l'île est une petite île. Le rhum, c'est, je sais plus combien c'est, mais c'est 20%, 10% de tourisme 50 et rhum 10%. Ouais, et il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on travaille tous ensemble pour aller encore plus loin, pour faire briller la Barbade, pour faire briller les distillateurs, les distilleries de la Barbade. Et je pense que ce sera bénéfique pour l'île, pour les gens de l'île, et puis pour la catégorie. Et pour la catégorie, c'est hyper important pour nous. Alors, le site de West Indies est très très bien situé. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui lui donne une grande partie de son charme, c'est qu'on a vu que c'était vraiment situé devant une plage. Et près de cette plage, on a remarqué un énorme foudre sous une sorte de tonnelle. Est-ce que c'est bien le foudre qui sert à fabriquer le rhum blanc States? C'est le Beach Vat. Ouais. Tout à fait. Alors, on apprend aussi plein de choses quand on met un foudre au bord de l'eau. C'est que l'air marin assèche le bois. Mais ça donne une vraie typicité. Ça donne une vraie typicité, bien sûr. C'est-à-dire, pour situer, on est vraiment sur la plage. Sur le sable et à 20 mètres de l'eau, quoi. C'est pas. On est sur. On peut pas être plus proche de l'eau. Je pense réellement que. À part certaines distilleries écossaises, Laphroaig, Lagavulin, Arberg, Port-Hélène. Oui, mais là-bas, le soleil dessèche pas le bois. Exactement. Exactement. Ils ont le côté salin, mais ça fait partie des distilleries d'alcool, en tout cas de spiritueux. Plus proche de l'eau, on est dans l'eau, typiquement. En sableux. Sur la plage, on risquerait d'avoir une part d'étanche très importante, mais pas forcément que dû au soleil et à la température. Quoi. Mais oui, en effet, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place, et pour donner aussi une typicité à ce rhum blanc. Et bien entendu, je veux dire, l'air marin, la chaleur font ça va donner une typicité à ce rhum-là. Et puis ça nous permet de tester plein de choses, vous savez, on aime tester plein de choses. L'eau de mer aussi pour s'inventer. Alors l'eau de mer, oui, alors pas totalement. Aujourd'hui on est vraiment sur de l'expérimentation. Oui, c'est ça. C'est des choses qui ont existé. De toute façon, il faut se dire que quand on a commencé à faire du rhum, en 1893 en tout cas à West Indies, on utilisait ce qu'on avait à disposition, et l'eau de mer étant vraiment à côté, bien sûr que ça a été utilisé. Mais ça reste pour le moment des tests. Exactement. Mais elle est géniale cette distillerie, parce que d'abord elle est grande, elle est bruyante. C'est ce que je disais en la visitant, c'est qu'on dirait vraiment un organisme vivant, totalement incontinent,
qui ronfle, qui crie, qui pète, qui pisse de partout, qui Et ça vraiment sent bon. C'est vrai qu'elle est pas aseptisée comme Ouais. certaines. qu'il y a des odeurs qui varient selon la salle dans laquelle tu passes. T'as l'impression que dans chaque petit espace a été comblé pour coller un alambic là, pour coller une cuve de fermentation ici. Je te confirme, c'est pas une impression. Hein. Non, ouais. Tu Il y en a partout. Et quand tu dis un petit foudre là. ouais, et on dit tiens, puis t'as aussi un alambic ici, oui. Ah mais tu sais, on va en mettre là-bas aussi. Hein? Mais où là-bas? Bon là-bas, on va en mettre aussi. Bon, on dirait que rien n'est organisé en fait, c'est-à-dire qu'on retrouve des cuves où t'as la levure qui Mais c'est génial. Tu as la salle où il y a les cuves fermées pour les fermentations en cuve thermorégulée, puis alors pour les cuves ouvertes, il y en a dans Il y en a là, tous il y a les de la coins. place, quoi. Ouais. C'est marrant, on dirait presque qu'Alexandre a acheté une reproduction de son cerveau. On a l'impression que c'est pas organisé, mais en fait tout est organisé. Voilà. Et surtout, faut pas faire le ménage, surtout. Non, mais c'est une distillerie qui est, enfin, moi Qui est vivante. qui est vivante et que je trouve moi vraiment sexy parce que c'est alors moi j'aime ça, j'aime les tuyaux, j'aime quand ça rouille, quand ça vit, Ça fume. ça fume et je trouve ça excitant de voir cette distillerie renaître. Puis on voit les gens bosser aussi. Voilà, comme tu l'as La dit. distillerie. Bien sûr. Et pour moi c'est vraiment une renaissance et avec toute l'humilité qu'on peut avoir, mais c'est comme si pendant 20 ans, 30 ans, écoutez, on faisait du rhum, on faisait de la colonne, et puis bon, on va pas se mentir, hein, nos clients c'était des gros faiseurs, et on peut pas dire que c'était le rhum le plus intéressant pour le consommateur européen peut-être, mais aujourd'hui ce qui est en train de se passer, et ça on en est vachement fiers, c'est qu'il y a une vraie renaissance, mais pas que de la distillerie, aussi des gens d'une certaine manière qui se réapproprient l'histoire de leur distillerie. On a quand même des gens, il y a Digger qui travaille à la distillerie, ça fait 40 ans qu'il est là. Son père était avant lui 40 ans aussi. Don Ben, notre master distiller, ça fait 25 ans qu'il est là. Et c'est des gens, ou Andrew, ça fait une quinzaine d'années, et c'est des gens qui réapprennent à découvrir l'héritage aussi de cette distillerie, qui est quand même une des deux distilleries très historiques de la Barbade, bien sûr, avec Montgay qui est là depuis 1703. Enfin, qui existe depuis 1703, mais après West Indies, c'est quand même un peu l'ADN vivant, le cœur qui bat du rhum à la Barbade. Quoi. Comment est-ce qu'ils ont perçu les employés de la distillerie maintenant la reprise de celle-ci il y a quelques années? Comment ça a été perçu? Est-ce que ça a été compliqué ou la transition s'est faite de manière naturelle? Très naturel, et même les employés, pour le coup, c'est ce que disait très bien Mathieu juste avant, c'est que les employés ont vu arriver un capitaine qui les a écoutés, qui a redonné un peu aussi beaucoup de sens à ce qu'ils faisaient, parce que derrière vous aviez une issue de la production. Quand vous produisez du rhum mais que vous ne connaissez pas vraiment comment on va transformer ce rhum, comment on va finir ce rhum, peut-être que derrière vous incarnez moins, vous êtes moins incarné dans votre distillerie. Aujourd'hui, les employés, vous avez pu le voir, sur l'île on trouve une plantation dans des magasins, vous avez States, les employés savent pourquoi ils sont aux commandes de l'alambic, de la fermentation des levures, et c'est vrai que ça a été très bien perçu et ils retrouvent un sens et beaucoup de plaisir dans la distillerie. Et puis je pense qu'au fur et à mesure du temps, les gens se rendent compte aussi à la Barbade de ce qui est fait. Les gens sont fiers. Nous, en tout cas, on est très très fiers de faire partie de cette famille. Et c'est vrai que plus que tout, c'est nous quand on est arrivé aussi, c'est comment est-ce qu'ils vont nous percevoir. C'était aussi une question que moi personnellement je me posais. Parce qu'on n'est plus on n'est plus le client de la West Indies, on est propriétaire Alexandre est propriétaire de la West Indies Horn Distillery. Et après, on est une boîte familiale chez Maison Ferrand, vous avez vu, on a passé la semaine ensemble, on mange ensemble, on fait la cuisine ensemble. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on est avec eux aussi, on ne va pas changer qui on est. Et on n'est pas arrivé avec nos gros sabots en disant, tiens, on va prendre quelqu'un de France qui va venir le patron. Non. Voilà, c'est l'équipe qui était là et on travaille ensemble, on apprend à se connaître. Alors, il y a eu de la transition, il y a des savoir-faire qui sont différents, des méthodes de travail qui sont différentes. Mais aujourd'hui, on est fiers parce que la meilleure. Ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, depuis qu'on a racheté la distillerie, tout le monde est encore là. Quoi. Il n'y a personne qui est parti. Et les gens prennent du plaisir. Et je ne dis pas que c'est idyllique, que tout se passe toujours très très bien, mais en tout cas, il y a une vision, il y a des objectifs et on sait où est-ce qu'on veut aller, on veut y aller tous ensemble. Et ça, c'est génial. Et on voit aussi, on les implique vachement, les gens de la West Indies Horn Distillery à Cognac, ils viennent beaucoup à Cognac, on fait venir les gens de Cognac à la Barbade aussi, pour que culturellement on se comprenne aussi et qu'on apprenne à travailler ensemble encore plus. Alors, vous veniez juste de parler de plantation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une
référence de plantation, qui est sorti il n'y a pas longtemps, uniquement sur le marché local à la Barbade, et qu'on ne retrouvera finalement nulle part ailleurs, du moins pas pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bah oui, alors effectivement, je pense que tout le monde a eu l'occasion de bien la déguster en tout cas. Clairement, Bien dégustée, et même sur place, on a du mal à la trouver. Et je crois que certains ramènent un peu dans les valises, mais on sait, il ne faut pas trop le dire. Oui, alors c'est un produit qui est sorti parce qu'on voulait aussi que la marque Plantation puisse être représentée ici, et surtout que les gens puissent s'accaparer un petit peu cette marque, notamment de la distillerie. On parle du cut and dry. Bien sûr, donc le cut and dry, donc est une version où on a essayé un petit peu de reproduire les techniques que l'on avait sur le Stiggins Pineapple, oui. Qui est un produit que vous connaissez donc de la gamme Plantation, mais on lui trouve un petit frère, et donc on travaille autour d'un autre fruit qu'on retrouve beaucoup à la Barbade, qui pousse beaucoup à la Barbade. Vous êtes rendu compte au bord des routes avec tous ces petits ces gens qui plantent, comme le dit Jerry juste à côté. Donc il y a la noix de coco. Ah, c'est de la coco. C'est pas le coco, c'est la noix de coco. La noix de coco. Voilà. Donc, qui est effectivement qui est une réinterprétation un peu du Stiggins à la noix de coco, avec différents process de macération de chair de coco et de différentes phases au niveau de la coco, et qui donne un produit. Je sais pas ce que vous en avez pensé là, c'est qu'on écoute, mais tout à fait sympathique quoi. Il Très efficace en tout cas. Le coco. Le coco. Le coco. Je vais avoir des problèmes à ma gauche là. Jerry. Laisse tomber, il dit la Wi-Fi. Donc, Alors moi, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, mais Non mais le cut and dry, c'est vrai que quand on dit ça, souvent on se dit oui, mais enfin, vous êtes Plantation, il y en aura partout. Alors le cut and dry, on a fait un premier batch de 3000 bouteilles qui n'est vendu qu'à la Barbade. Et pourquoi on a fait que 3000 bouteilles? C'est parce que faire de la macération avec de la noix de coco, c'est pas facile. D'ailleurs, je pense que chaque batch sera vraiment différent. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on travaille avec un fermier qui s'appelle Mr. Nichols, Monsieur Nichols, qui est un vieux monsieur qui a une ferme de cocotiers qui est au centre de l'île. qu'on est allé voir. On est allé voir exactement. Et l'idée aussi, c'était pour nous de valoriser les produits de la Barbade. Et un de ces produits, la noix de coco, on s'est dit, si on doit faire quelque chose à la noix de coco, autant utiliser les produits de la Barbade. Et c'est, alors pour le coup, par rapport à Plantation, où, comme vous le savez, ça revient souvent tout le temps en France, ça c'est un produit qui a été 100% fait à la Barbade. Et l'idée pour nous, et d'ailleurs ce programme, ce produit, c'est suivi par l'Organisation des Nations Unies, sur la partie qui s'occupe de l'agriculture dans les Caraïbes, qui a adoré ce projet, qui est justement de valoriser l'agriculture de la Barbade avec les spiritueux, avec ce Plantation Cut and Dry. Et c'est top parce que ça permet aussi de s'inscrire localement dans la vie de l'île et de valoriser les produits de l'île, et pour nous c'est très très important. Et c'est délicieux, et ça fait des super pina coladas, parce que plus que le cut and dry, on a bu un sacré paquet de pina coladas. Encore que dans le rum shop là, hier, les Anglais le buvaient en shot. Ouais. Ils faisaient des shots, ouais. Mais en shot ou même en dégustation, pour le coup, quand on est amateur de. Oui, en shot. Quand on l'a goûté, on l'a goûté quand on était. On a goûté dans toutes les. Avant de déposer Olivier, souvenez-vous, je vous ai tous fait un petit peu nature, goûter nature bien frais, c'est quand même Non, mais pas plus délicieux pas quoi. en shot cul sec, je te Non, en dégustation. Bon, après tu sais l'anglais, L'anglais. il chope tout. Surtout pendant les matchs de cricket. C'est ça. C'est quoi la suite? Plage. Ah non, je parlais pas de Plantation, je parlais pardon. La suite des projets, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire? La suite, elle Avec 38 est projets. fascinante parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont se passer à la Barbade. Il y a plein de choses qui vont se passer en Jamaïque aussi, puisque c'est vrai qu'en rachetant la West Indies, on est devenu, Alexandre et Maison Ferrand sont devenus copropriétaires de 2 distilleries en Jamaïque, donc les distilleries Long Pond et Clarendon. Donc en fait, on est vraiment pour nous au début de l'histoire. Et je pense que ce qui est vraiment très intéressant avec la catégorie du rhum, c'est que je pense que même que la catégorie en elle-même va commencer une deuxième phase hyper intéressante, avec plus de vieillissement, avec plus de fûts, avec plus d'expérimentation. Et ça, c'est grâce aux consommateurs, c'est grâce à des gens comme vous qui nous aidez à construire la catégorie. Donc pour nous, on en est vraiment au tout début. On est tous très jeunes chez Maison Ferrand, on a tous envie de continuer très longtemps ce qu'on fait. Et c'est vrai que on en est au début, et la suite, c'est Alexandre, la suite elle est jamais linéaire, la suite c'est un arbre, c'est avec des ramifications infinies, donc la suite elle est c'est dur de vous dire la suite, mais en tout cas on sait qu'on a vraiment envie de continuer à s'amuser et
et à expérimenter et à vendre du rhum et à promouvoir cette super île de la Barbade. C'est très intéressant et très vrai parce que ce que tu dis là, à savoir, on n'est qu'au début. Ça fait maintenant combien d'années que vous avez acquis 5 ans, ça fait 2017, 5 ans. Mars 2017. Et ça donne l'impression, dans ce monde du rhum, qui est toujours un petit peu, de plus en plus en train de courir après des nouveautés, après des nouvelles techniques. Les consommateurs sont hyper à l'affût du petit truc qui sort. Et du coup, on part un peu du temps long et on a l'impression que une marque qui va pas sortir un truc tous les 6 mois, ils ont disparu, quoi. Et donc, c'est important d'avoir cette vision, je pense, en effet, là, ça fait que 5 ans. On continue, vous continuez à apprendre à travailler avec les gens d'ici, qui continuent à apprendre à travailler avec vous. Vous appuyez sur des longs savoirs, comme tu parlais de certains employés qui sont là depuis voire 40 ans. Et donc voilà, mettre les choses en place, faire des essais, découvrir des nouvelles techniques, etc. Évidemment que ça prend du temps. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se presser, quoi. Et c'est bien de ne pas se dire, dans 6 mois on sort ça, après on va sortir ça, parce que là on vient de trouver un truc, on va faire ça. Et donc je trouve ça intéressant comme point de vue. Et surtout, sur ce marché, comme tu disais, qui va vite, avec des actions comme ça permet surtout d'en avoir encore sous le pied pendant un bon moment. Ah ouais. Parce que, bien sûr. Avec un outil comme ça qui peut faire autant de types de rhum différents, sans même compter tout ce qui se passe en Jamaïque, de l'autre côté, ni tout ce qui se passe, parce que je veux dire, Plantation continue à exister en France avec ses activités actuelles, avec des rhums d'autres pays, enfin voilà, comme vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Il y en a encore sous le pied, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a encore une demi-douzaine de single casques qui arrivent. Tu vois, c'est pas non plus comme si rien on essaie n'arrivait. de continuer à garder beaucoup de partenariats, de renforcer les partenariats qu'on a avec aussi les autres distilleries, parce que Plantation, vous le savez, certes c'est la Barbade, mais c'est aussi tout le reste. Plantation, c'est une marque qui justement a toujours œuvré à mettre en avant le savoir-faire de beaucoup de distilleries dans le monde entier, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique centrale, dans les Caraïbes. Et ça, aujourd'hui, c'est important pour nous. Et les distillateurs continuent à nous faire confiance. On a des très bons partenariats avec des distilleries comme Fidji, comme Trinidad, où là, on peut continuer à proposer des superbes embouteillages via Plantation. Et ça, c'est vraiment aussi un gros travail de garder ce lien et de le renforcer pour pouvoir garder l'ADN de Plantation qui reste très important aussi à nos yeux. Ouais, State, ce sera vraiment l'image de la Barbade. Plantation restera vraiment... Et bien sûr lié à cette distillerie, hein. Et puis quand on voit à quel point les gens sont fiers de cette marque aussi à la distillerie, pour nous c'est génial, hein. Mais Plantation, oui, alors là, à la West Indies c'est le début de l'histoire, et Plantation, autant vous dire qu'il y a plein de choses il y a plein de pages à écrire encore, plein de choses à aller voir. Et ce qui est génial, c'est que le rhum est une catégorie qui est globale. Le whisky aussi d'une certaine manière, mais le whisky il y a l'Écosse, il y a le Japon, et puis bon après il y a la France bien sûr maintenant. Mais le rhum, c'est partout dans le monde. Et il y a du rhum je veux dire, des distilleries d'éthanol de canne, vous allez en Afrique, il y en a partout. Vous allez en Asie, il y en a partout. Donc la catégorie va continuer à se développer. Et Plantation, avec ça, c'est génialissime. Hein. On va continuer à s'éclater, à aller chercher les nouvelles distilleries, à travailler avec des distilleries existantes. Donc on s'amuse énormément avec ça. Juste en termes de chiffres, est-ce que vous savez nous dire combien représente la production de rhum produite par West Indies sur l'île environ ? Alors la capacité de la distillerie est assez importante, puisqu'on a une colonne qui tourne énormément. Donc West Indies aujourd'hui c'est à peu près 80 à 85% du rhum de la Barbade. Et on fait à peu près... Tout type confondu. Tout type confondu. Production de rhum. Et on est à peu près à 13 millions de litres d'alcool pur. Donc c'est une grosse distillerie. Tout confondu, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une distillerie qui, à l'origine, faisait vraiment du rhum en vrac, bien entendu. Et qui fait toujours, d'ailleurs. Et qui fait toujours, bien entendu. Et on n'a pas prévu d'arrêter, puisque c'est aussi un savoir-faire. Hein. C'est vrai que les gens, souvent, ils se disent « Ah oui, non, mais c'est du vrac, c'est pas intéressant ». Mais en fait, c'est intéressant. Il y a des spécificités. Nous, on a des gens à la distillerie, vous leur faites goûter des rhums à 92%, mais ils vont trouver. Il y a des typicités, il y a des choses qui se passent. Et après, il y a d'autres choses qui se passent maintenant depuis qu'on est arrivé. Donc en gros, on représente presque 85% du rhum de la Barbade, en volume, bien entendu. Ce qui est assez énorme quand même. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Et on essaye de plus en plus, comme Alexandre a pu vous le raconter lors de la visite lundi, de vieillir et de mettre en vieillissement de plus en plus de rhum, donc ce qui passe par la construction d'un nouveau chai, et justement ce qui est bien, et
vraiment super, c'est toute cette diversité d'alambics, tous ces différents types d'appareils à distiller, de pouvoir les enfûter et comme tu le disais Laurent, de goûter des rhums qui sont tellement différents l'un à l'autre et encore une fois qui feront la richesse de nos produits, quoi. Aujourd'hui à West Indies Rum Distillery on a à peu près on a entre 25 et 30 000 fûts. Foursquare je crois qu'ils sont à peu près à 50 000, un peu plus de 50 000, Montgay aussi. Donc voilà, et dans le cadre du rhum, on parle finalement de petits stocks, si on doit comparer au whisky ou à des distilleries d'Amérique du Sud. Donc ça va être un des gros challenges des années qui arrivent, c'est mettre en place ces stocks pour construire l'avenir de ces distilleries-là. Et ça c'est vachement important. Et c'est des gros challenges. Parce que si jamais on peut plus acheter des fûts de Bourbon aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait si jamais donc voilà, il y a toutes ces problématiques là qui vont arriver et puis il va falloir trouver des solutions. Parce que l'avenir du rhum, c'est aussi construire la catégorie vers le haut. Nous c'est très important, c'est vraiment amener cette valeur à la catégorie et de continuer à tirer vers le haut, et on est de plus en plus à le faire quand on voit ce qui se passe en France, en Europe, c'est hyper important. Mais ça fait partie des très très gros challenges des années qui arrivent. Alors Laurent, une petite question à toi. Est-ce que tu as l'intention de me couper dans cette émission ? Ce serait une surprise. Parce que c'est le moment maintenant. Merde. Ce qui est important aussi, je crois que c'est de ne pas opposer, tu en as parlé, alors 85% de la prod en volume à peu près de l'île. Au final, comparativement à actuellement un stock de fûts qui n'est pas si grand que ça par rapport à la capacité de production, mais ça me semble important de ne pas opposer les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a peu de vieillissement par rapport à la capacité, mais qui est en augmentation. Il y a de plus en plus de choses qui sont affûtées, construction d'un nouveau chai, etc. Puis encore un peu de place dans les chais déjà existants, donc tout ça, ça augmente. Mais par ailleurs, voilà, cette production de rhum qui va en vrac et qui va servir à l'élaboration d'autres produits, bah voilà, il y a deux branches différentes. Mais c'est pas parce qu'il y en a une qui représente la majeure partie du volume qu'il faut oublier l'autre. Et donc opposer les deux me semble un petit peu idiot. Et donc voilà, moi j'ai hâte de voir, encore une fois on parlait du temps que ça va prendre, des choses qui viennent d'être mises en fût là, on va attendre un petit peu avant de voir ce que ça va donner, quoi. Et puis ce qui est important pour nous, c'est que les deux activités font vivre une centaine d'employés ou 80 employés aujourd'hui à la distillerie, et ça ramène, ça permet à construire la réputation de la Barbade, et ça ramène de l'argent à l'île de la Barbade, et ça pour nous c'est très très important. Pour les gens qui ne savent pas, la Barbade c'est la même taille que, alors pas en superficie mais en population, c'est Bordeaux. C'est la ville de Bordeaux, c'est 280 000 habitants. Donc c'est en termes de population, c'est une ville moyenne en France, c'est une grande ville en France. Donc c'est vrai que il ne faut jamais oublier ça pour le coup. Et après il y a un autre challenge quand on vit sur une île, il faut tout importer. Il faut importer les bouteilles, il faut importer l'énergie, et nous on veut vraiment s'inscrire, on veut que cette distillerie, malgré sa taille, malgré sa production, soit un exemple de sustainability, en français, développement de durable. développement durable. Et pour nous c'est très très important, on se doit pour cette île de montrer l'exemple. Alors on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres boîtes qui le font, et ça c'est un des rêves d'Alexandre, c'est dans les 4 prochaines années rendre cette distillerie carbone positive, qu'on crée notre propre énergie. Et je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit ouais bon ça va prendre du temps. On parle d'Alexandre, donc je pense qu'il va y arriver. Et en tout cas ça lui tient vraiment à cœur. Ça fait partie de ses nombreux projets et de ses nombreux challenges. Et ça pour nous c'est vraiment clé sur une ville. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous a marqué cette semaine, c'est le plastique qui est utilisé. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aident aussi à changer ces choses-là, et les gens prennent conscience de ça, et c'est important de préserver notre île par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Plage ? Oui, plage, on va se donner rendez-vous à la plage. En tout cas, merci une fois de plus pour l'invitation, et merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Et puis nos auditeurs, on se retrouvera dans 2 semaines pour un autre épisode, pas en direct, plus en direct de la Barbade malheureusement. Ah non, je pense que ça sera le format traditionnel. On change d'île. Non, on change d'île, voilà, c'est ça. En Ile-de-France. Ça sera Ile-de-France. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles, iTunes, Spotify, etc. Et puis de laisser quelques commentaires sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Ainsi que éventuellement des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Voilà, ça sera tout. Merci beaucoup.
Et puis à bientôt. Bye bye. Bye bye. À bientôt demain.